On va rentrer dans la matinée avec les Alpes et la présentation de Xavier Bernier, qu'on est ravis d'accueillir ici. Et vraiment, Xavier, je te remercie, enfin on te remercie vraiment pour ton accord, pour nous présenter Habiter les Alpes en 10 portraits croisés, une formule originale qui nous ramène à nos programmes, puisque Habiter structure l'ensemble des cycles jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, jusqu'à la fin du collège. Xavier, donc tu es professeur des universités à Paris-Sorbonne Université. Tu diriges le laboratoire médiation, sciences des lieux, sciences des liens. Et tu es également spécialiste des montagnes. Puisque tu as fait ta thèse sur le Népal, donc Laurent l'a souligné, en 2024, il y a 2 publications majeures sur les montagnes. La documentation photographique qui a créé, je peux te le dire, chez les professeurs, une surprise et à la fois une adhésion très forte, parce que c'est une nouvelle manière peut-être que tu présentes dans la façon d'aborder un objet géographique. Donc les montagnes, et puis l'Atlas des montagnes que tu co-signes avec Christophe Gauchon, qui est professeur à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, et avec la collaboration d'Alexandre Nicolas, le cartographe. Alors, tes travaux et publications abordent aussi la question de l'habiter, et donc nous te remercions de démarrer cette conférence sur Habiter des Alpes. Alors 40 minutes, et puis ensuite on aura un quart d'heure de questions avec la salle. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais me mettre debout parce que je suis un petit peu plus à l'aise debout. D'abord, merci à Catherine Biaggi et puis à Laurent Carouet pour leur invitation. C'est un vrai bonheur d'être là aujourd'hui pour vous parler des Alpes. Alors, la commande, au départ, elle avait trait à la montagne, effectivement. Et puis, le territoire invité étant les Alpes, on a essayé d'orienter une session qui traite à la fois de ce territoire invité et puis de ces questions d'habiter qui sont effectivement au cœur des thématiques de l'enseignement. Alors, merci à vous pour l'invitation. Merci aussi à Thibaut Sardier, aux équipes scientifiques du FIG qui ont concocté un très très beau programme et qui nous ont fait confiance pour plusieurs interventions, dont celle-ci. Donc j'ai choisi de rentrer dans cette présentation avec cette thématique de l'habiter et je vais essayer de vous faire promener un petit peu dans les Alpes pendant donc une quarantaine de minutes maintenant. Alors, le contexte, c'est effectivement celui de ces 2 publications où il est question d'Alpes, mais pas seulement. Donc l'Atlas des montagnes et la documentation photographique. Et la commande, en quelque sorte, quand on a discuté avec mes collègues en début d'été, c'était de rentrer d'une façon un petit peu originale et adaptée au parcours d'enseignement. L'habiter m'a paru intéressant et j'ai choisi de rentrer par 10 portraits croisés. Alors il ne s'agit pas de faire un tableau sociologique complet des Alpes. Ces 10 portraits n'ont aucune vocation à être représentatifs. C'est une promenade que je vous propose à travers 10 portraits. Une promenade, bien sûr, pour faire de la géographie. On ne va pas se contenter de faire ces portraits. On essaiera à chaque fois d'élargir un petit peu les thématiques et les réflexions. Alors, voilà un petit peu pour le cadre général. Alors, la première personne avec laquelle je vous convie dans cette promenade alpine, c'est une Instagrammeuse, pas une influenceuse, encore que peut-être en termes de cyclisme, qui s'appelle Joanna Reiff. Et alors, j'ai trouvé intéressant de démarrer par cette femme allemande, de la Saxe. On n'est pas du tout, vous le voyez, on est ici, on n'est pas du tout dans les Alpes, même si vous avez du mal à situer les Alpes sur une carte, mais je pense que les géographes qui sont là n'ont pas de difficulté. On est assez loin des Alpes, et de démarrer avec quelqu'un qui n'est pas alpin m'a paru intéressant.
C'est une jeune femme épatante qui fait du cyclisme, vous l'avez, j'imagine, compris, qui en fait une obsession. Et parmi ces obsessions, il y a ce cadre alpin. Et comme beaucoup de cyclistes, elle a ce souci de collectionner des parcours. Et dans ces collections, alors il se trouve que si vous allez maintenant vous abonner à son compte sur Instagram, vous verrez qu'actuellement elle est en Espagne, ce qui tombe mal, mais elle a une obsession véritablement alpine tout au long de l'année. Quand elle est à Dresde, elle pense aux Alpes, elle rêve des Alpes. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de démarrer en dehors des Alpes comme une espèce de soif, d'appétit du massif par une cycliste. Et donc ce compte Instagram, vous pouvez éventuellement aller le suivre. Et puis elle a pour obsession de définir son cadre, d'accumuler des performances, mais aussi de visiter. Donc, comme une forme de récit actuel avec les réseaux sociaux, c'était assez intéressant. Alors, il faut dire qu'il y a là une première façon aussi de rentrer dans les Alpes qui soit autre que celle qu'on avait peut-être au début de ta carrière, Laurent, avec Grand 1 le relief, Grand 2 les activités, Grand 3 les hommes. Je pense que heureusement qu'on n'en est plus là. Et je me suis dit, je vais quand même essayer de rentrer par le relief avec justement des gens qui ont cette obsession du relief comme une forme d'accumulation, c'est-à-dire d'accumuler des mètres, de l'altitude, de l'obstacle. Alors, les cyclistes le font beaucoup. Il y a des associations comme le Club des 100 cols, par exemple, qui, comme leur nom ne l'indique pas, collectionnent plus de 100 cols et qu'il s'agit de cocher. Donc les Alpes, dans ce cas-là, elles apparaissent comme une espèce d'accumulation altimétrique, de pentes plus ou moins supérieures à 10%, si ça parle aux cyclistes qui sont dans la salle. Et donc on a là une appréhension des Alpes qui vise une maîtrise dans la verticalité euclidienne, si je peux jargonner une seconde, et donc avec l'idée d'aller passer au plus haut point possible, et des espèces de compétitions que ne suivent pas forcément tous les cyclistes. Dans l'histoire récente des routes alpines, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la route des Grandes Alpes, qui relie Thonon à Menton. C'est une route qui date du début du XXe siècle, dont le projet même était de passer par les points routiers les plus hauts en altitude. Et le point le plus haut de cette route des Grandes Alpes, il se trouve que c'est le plus haut col routier français, à savoir le col de l'Iseran, 2764 mètres, qu'on inaugure en 1937. C'est le président de l'époque. Je ne sais pas si Macron, encore qu'il a du temps maintenant, mais je ne sais pas si il irait inaugurer des cols routiers. Et il va l'inaugurer en plein été 37, 2 mètres de neige en plein été 37 pour inaugurer le col de l'Iseran. Alors, cette façon d'appréhender les Alpes comme une espèce d'accumulation d'altitude ou d'altitude la plus haute, on l'a eu tout récemment encore. Vous avez peut-être suivi les exploits de ce formidable alpiniste catalan, encore un non-alpin, qui est Kilian Jornet, et qui a fait, je ne sais pas, au milieu d'Inoxtag, si cette performance vous est venue jusqu'à vous, qui a fait un truc dément, une espèce d'acte spatial, une performance... Il a en septembre gravi 82 sommets alpins de plus de 4000 mètres en 19 jours. Enfin, comme montagnard, moi, je n'arrive même pas encore à concevoir cette affaire-là. Mais là encore, il y a vraiment l'idée d'accumuler des altitudes pour faire les Alpes. Donc une façon d'habiter les Alpes comme une somme d'altitudes, une agglomération de mètres, puisque dans les Alpes on compte plutôt en mètres qu'en pieds, d'accumuler comme ça donc un certain nombre de mètres. Et alors on a même des dispositifs aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez ça, qu'on appelle des vélodateurs. Alors c'est un peu effrayant, moi je joue jamais à ce jeu-là, c'est dans les Alpes françaises, ça a démarré dans le Queyras, c'est au pied des cols, une espèce de petit appareil, on poinçonne quand on est cycliste, et puis on fait son ascension comme on peut, bon an mal an, dans le Queyras souvent l'Isoard, et puis arrivé au sommet, on repoinçonne pour dire « I did it ».
Hein, j'ai fait les Alpes. Et ensuite, une fois que vous avez tout coché, vous allez à l'office du tourisme et contre 40 ou 50 euros, je ne sais plus, vous avez une espèce de petite feuille qui vous dit, voilà, vous êtes diplômé de... voilà. Donc, une forme de validation pour dire, j'ai fait les Alpes. Alors, ça se fait de plus en plus, ce type de choses. Donc, une forme d'habiter par l'accumulation altimétrique. C'est intéressant d'aborder le relief de ce point de vue-là. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, Joanna Reiff, elle accumule véritablement ces performances-là. Donc c'était assez intéressant d'aborder les Alpes dans cette perspective-là, parce que je vais vous faire une confession, j'ai toujours eu un peu de mal à définir les montagnes. Alors les Alpes, quand on m'a dit qu'il faut parler des Alpes, ça commence où, ça finit où? Je ferai un café là dans deux jours là-dessus avec un petit jeu géographique. Alors ma grand-mère, quand j'étais petit, avait résolu le problème avec une pirouette. Elle me disait, mais tu perds ton temps. D'ailleurs, elle trouvait que la géographie servait à rien. Et elle me disait, c'est facile, c'est quand tu changes de braquet à vélo. Hein, une façon de définir la montagne qui était un peu réductrice. Donc ça, c'était le premier portrait que je voulais faire avec vous de cette Joanna Reiff. On y reviendra tout à l'heure. Donc qui s'inscrit dans un certain nombre de pratiques. Alors le deuxième portrait est beaucoup plus atypique. C'est un Autrichien. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. En tout cas, les Autrichiens le connaissent très très bien. Il s'appelle Andreas Gabalier. Il est très attaché à ce qu'on le prononce à la française, ce qui est un petit peu paradoxal. Alors c'est une vraie star en Autriche. Hein. Je ne sais pas si c'est venu jusque dans les Vosges, sa notoriété. Je vois voilà, de la tête des hochements en disant qu'on ne le connaît pas. Alors je ne suis pas son agent, hein, mais c'est un personnage assez intéressant parce que déjà, je me suis interrogé pour venir dans cette tenue-là aujourd'hui, il est en tenue en short en peau de cuir avec le chapeau autrichien, la petite plume derrière. Et il fait des performances alors qu'il appelle le Volksroll ou la Volksmulische Musik. Donc on est vraiment sur l'expression d'une culture autrichienne, les Alpes vraies, comme on disait à une époque, avec tout un discours, c'est peu de dire localisé, conservateur, enraciné, pour pas dire réactionnaire. C'est d'ailleurs un procès qu'on lui fait très souvent. Hein. Alors il l'assume, avec tout un imaginaire rebrassé autour de Guillaume Tell, autour de toutes ces choses-là. Et alors là, pour le coup, c'est une expression des Alpes qui est d'un tout autre ordre, puisqu'il s'agit d'en faire un territoire qui aurait des caractéristiques propres, qui aurait une identité qu'il s'agirait de jalousement défendre, promouvoir, etc. Alors en Autriche, donc pas dans les Vosges, hein, j'ai compris, mais en Autriche, c'est une vedette incroyable. Hein. C'est vraiment la Céline Dion locale. Hein. Il y a des foules, voilà. Peut-être en invitant Thibaut à un prochain FIG, vous pourriez remplir les rues de Saint-Dié d'Autrichiens, parce que il draine, alors lui pour le coup sur ses réseaux, tout un tas de followers, comme on dit. Alors il se trouve qu'il a son écho savoyard. Alors, qui est un monsieur aussi très intéressant qui s'appelle DJ Matafan. Alors, c'est moins cool que DJ Mehdi, pour ceux qui suivent un peu le rap, par exemple. Et DJ Matafan en Savoie, c'est vraiment quelque chose aussi qui est assez significatif. Et alors, vous voyez qu'il assume... alors, on pourrait dire, je ne sais pas quel bon terme utiliser sans être moqueur, mais tous les codes archétypaux de la montagne alpine savoyarde. Et bien sûr, il se produit dans des foires avec force duo, fondu, etc., en revendiquant pour le coup un enracinement savoyard et non pas autrichien. Donc si on fait un petit peu de géographie, on est plutôt sur un localisme régional, alors qu'Andreas Gabalier, c'est un localisme plutôt national.
Hein. Donc c'est pas tout à fait comparable. Mais ça renvoie à cette idée que les Alpes seraient un repère de demeurer en quelque sorte. Hein. Demeurer au sens qu'ils sont restés sur place. Hein. Ne vous méprenez pas, je ne porte pas de jugement de valeur. Et c'est un discours en fait qui est très très élaboré. Hein. Je veux dire, derrière, si vous regardez bien, derrière Andreas Galabier, il y a Heidi qui court dans la prairie, hein, avec là aussi tout un imaginaire. Le grand-père, porteur de la sagesse, Heidi qui véhicule des images de pureté alpine, etc. D'ailleurs, elle va dans les Alpes, Heidi, pour se ressourcer, hein, parce que en bas, c'est vraiment pas terrible. Hein, donc, il faut remonter, retrouver le bon air, la bonne santé dans les Alpes. Alors, il y a eu toutes sortes de déclinaisons de films, là, dernièrement, au cinéma sur Heidi. En France, on a eu des échos avec Belle et Sébastien. Hein. C'est à peu près... Sébastien, c'est le cousin par alliance d'Heidi, hein. Ils sont dans la même famille. Et donc, on a tous cet imaginaire-là qui voudrait faire penser que les Alpes sont des lieux comme ça, une espèce de conservatoire, de valeurs, de santé, etc. Et alors, la version moins sympathique, c'est le fameux crétin des Alpes. Qui est dans les Alpes une espèce d'insulte sympathique, hein, et une expression qu'avait notamment reprise, là j'ai mis un petit texte de Saussure, qui est un des premiers à être monté au Mont Blanc, et qui décrit le crétin des Alpes. Alors le crétin des Alpes, c'est le demeuré justement. Hein, ils se marient entre eux, consanguinité, donc avec des goitres, etc. Et donc c'est pas du tout récent cette idée de la montagne alpine comme un lieu de repli avec des populations qui auraient des caractéristiques assez peu enviables. Hein. Vous voyez les dessins qui peuvent être faits ici. Alors je vois que vous avez repéré, c'est l'occasion aussi de dire un petit mot, parce que je crois que Michel Blanc vient de mourir là, il y a cette nuit. Et donc ça, on est bien sûr dans les bronzés fonds du ski. 1970, c'est pas tout à fait un hasard, on sort de 10 années de plan de neige, hein. Donc on est à Val d'Isère, et je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin, la fameuse scène où on leur fait boire une espèce d'alcool avec du serpent dedans, etc., ça donne pas envie d'être alpin, hein. Je veux dire, c'est voilà, hein. On a vraiment affaire, quel mot on pourrait utiliser, une forme d'indigénéisation des populations alpines dans un cadre assez rétrograde, assez peu abouti, peu civilisé. Donc c'est vraiment, vous voyez, quelque chose qui est extrêmement alimenté, ce discours-là. Alors, comme géographe, c'est un discours qu'il faut aller confronter à la réalité. Et vous avez peut-être suivi aussi dans l'actualité récente les élections autrichiennes où les partis d'extrême droite sont arrivés au pouvoir. Je ne sais pas si vous avez suivi sont arrivés en tête dans plusieurs cadres électifs là, les dernières années. Alors c'est quelque chose qui est assez ancien. Et dans les années 2010, au début des années 2010, il y avait un discours pour dire c'est normal, les montagnards sont des conservateurs, etc. Bref, d'associer aux Alpes cette présence de conception extrémiste. Alors, en bon géographe, hein, on va regarder les cartes, et qu'il s'agisse de l'Autriche ici, ou qu'il s'agisse de la Suisse, eh bien les cartes disent pas du tout ça. C'est-à-dire que la réalité de la carte électorale suisse ou de la carte électorale autrichienne, elle n'est pas du tout calquée sur des déterminants alpins, mais plutôt de façon assez classique sur un cadre urbain, hein, des appareils urbains qui vont avoir tendance à voter de certaine façon. Alors il y a quelques petites exceptions, je pense à la Carinthie qui a des caractéristiques un petit peu particulières liées à la culture de cette région, mais il n'y a pas de corrélation. Par ailleurs, dans les Alpes,
il y a toutes sortes d'innovations, on y reviendra, qui viennent contredire cette lecture très rétrograde des populations de montagne qui seraient conservatrices, qui voteraient de façon plus, oui, c'est ça, conservatrice. En Suisse, quand on regarde les votations sur des thèmes de société, l'immigration, la retraite pour les femmes, etc., les montagnes votent de façon aussi dynamique et libérale que d'autres régions de la Suisse. Donc, voilà, dans les faits, c'est un discours qu'on ne peut pas maintenir très très longtemps, que d'associer les Alpes à des formes de fermeture, d'une surterritorialisation conservatrice. Alors, vous voyez, Andreas Gabalier, du coup, c'est un petit peu plus un phénomène construit qu'une réalité. Ce qui m'amène à un autre portrait. On va un petit peu plus à l'est dans les Alpes. Donc Iwona Blecharczyk, qui est chauffeur poids lourd. Alors là, c'est une photo un petit peu romantisée, en quelque sorte, parce que elle venait de gagner un concours de poids lourd alpin. Et alors, bien sûr, il y a eu tout un récit construit autour de ça. Elle travaille dans une société slovène. Donc, vous connaissez peut-être toute cette thématique de la main-d'œuvre à bas prix qu'on va chercher chez les chauffeurs dans les pays de l'Est, et notamment pour traverser les Alpes. C'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter ce portrait-là. Donc, elle travaille dans cette société slovène qui est Petrans. Et ça nous amène ici, bien sûr, à une question récurrente qui est celle de la traversée des Alpes. Une façon d'aborder les Alpes par les manières de la traverser, ce qui est un peu mon centre d'intérêt, les traversées, particulièrement comme géographe. Alors, on se rend compte que les passages alpins sont multiples, et la thématique de la traversée, nous en France, on l'a avec le fameux Lyon-Turin. Alors je pense qu'on sera tous à la retraite avant qu'il soit inauguré. De toute façon, les Suisses ont déjà fait tapis avec le tunnel du Gothard, notamment. On y reviendra cet après-midi avec mon collègue Christophe Gauchon. Mais en tout cas, cette thématique, elle est très forte. Et elle a porté un regard dramatique un petit peu aussi ces dernières années, avec ce qu'on a appelé la grande vadrouille des marchandises. Un des produits les pires en matière de grande vadrouille, ça a longtemps été le yaourt à la fraise. Alors je raconte souvent l'histoire du yaourt à la fraise, là j'ai pas le temps pour aller trop loin là-dedans, mais le yaourt à la fraise traverse une vingtaine de fois les Alpes. Alors c'est pas le même, je vous rassure, si vous avez prévu de manger un yaourt à la fraise ce soir, mais le lait traverse les Alpes une première fois, les ferments, les fraises qu'on va accueillir en Espagne, et les Espagnes ne savent pas couper les fraises. Ne riez pas, c'est pas une blague. Sans les abîmer. Donc elles traversent les Alpes, puis on les coupe, on les refait traverser les Alpes, et votre yaourt à la fraise finit par avoir ce qu'on appelle des kilomètres cumulés. Qui sont accumulés dans cet espace. Et alors, bien sûr, l'actualité, les dernières années, elle a beaucoup été liée dans les Alpes à des grands accidents. On a en tête l'accident du tunnel du Mont Blanc, mais on oublie qu'à peu près dans la même temporalité, on avait eu au Tauern aussi un incendie qui avait été mortel, également au Gothard en 2001. Et il faut replacer ça dans le contexte. On est en octobre 2001, quand il y a l'incendie du Gothard. Quelques semaines après AZF, quelques semaines après le 11 septembre 2001. Donc on pensait qu'il y avait aussi du terrorisme qui pouvait agir comme ça dans les Alpes. Finalement, bon, ça n'était pas tout ça. Donc cette thématique des passages alpins, vous voyez, c'est envisager les Alpes comme un lieu où on circule beaucoup, avec bien sûr de la part des Alpins l'idée assez tentante de considérer que les poids lourds c'est l'ennemi, comme un peu dans les animaux malades de la peste, et de vouer aux gémonies les poids lourds. Alors les Suisses ont trouvé une solution en les faisant passer dessous. Je pense en particulier au Gothard. Et alors on est tous un peu schizophrènes dans les Alpes, en plus d'être des crétins,
Parce que figurez-vous que quand ça passe dessous, on a l'impression que plus rien ne va s'arrêter. Et alors, très rapidement, tu me surveilles sur le temps, très rapidement, vous racontez une histoire, parce que les Suisses notent autant que les Français, du verbe noter, je note, tu notes, il note. Et quand le Gothard est inauguré, les habitants sur place disent c'est fini, ils vont passer en dessous, on va plus avoir de touristes. Et ils lancent une idée par votation qui est, vous pourrez aller regarder sur Internet, c'est une histoire, tout ce qu'il y a de plus véridique, qui s'appelle la Porta Alpina. Alors ça sonne un peu comme un beau projet, Porta Alpina, puisqu'on parle des Alpes. Alors le projet, tenez-vous bien à vos chaises, consistait ni plus ni moins qu'à faire une gare à la verticale du col, faire arrêter les trains, vous pourrez vérifier, parce que c'est tellement fou que quand je le raconte, personne ne me croit, et de construire des ascenseurs pour que les touristes montent au col. Donc vous imaginez un train qui s'arrête sous la montagne, qui fait descendre les voyageurs, monter au col, etc. Ça passe en votation, et les Suisses ont dit non à 55%. Donc ça veut dire 45% qui ont dit oui. Toujours, quand on regarde des chiffres, il faut en regarder le revers aussi. Donc vous voyez, cette thématique des traversées alpines, elle est très forte. Alors on va aller voir, on va repasser la chaîne et on va aller dans les Alpes bavaroises, rencontrer un autre alpin, Maximilian Hermann, qui me reçoit souvent avec mes étudiants, toujours très très sympathique, qui est cadre chez Drexmeiler Group à Wilsbiburg. Alors, je pense que vous n'avez jamais entendu parler de cette société avant, et puis vous vivrez bien après sans en avoir entendu parler. C'est un sous-traitant de BMW, que là, par contre, je pense que vous connaissez. Donc, dans la sphère de BMW, dont le siège est à Munich, et par temps clair, les Alpes sont pas loin, il y a donc ce sous-traitant. Et Hermann, Maximilian Hermann, travaille dans cette boîte. Alors, je vous ai mis une petite carte pour vous resituer, puisque je vous ai dit que c'était un portrait qui était aussi enraciné sur des réalités alpines. Donc, Munich est ici, avec le siège et le fameux bâtiment à 4 cylindres de BMW. Et vous avez ici le siège de Drexlmeier, qui est ici à Wilsbiburg, et notre ami Maximilian habite ici à Traunstein. Il habite, alors les Alpes sont ici, d'accord, pour vous situer. On se situe à 80 km de son lieu de travail. Donc à chaque fois, mes étudiants le taquinent un petit peu en disant que son habité n'est pas très écologique. Et le fait est que tous les matins, il va, pour la petite histoire, en Volkswagen Golf et pas en BMW. Je ne sais pas ce qu'il faut déduire de ce choix automobile. Il va tous les matins et tous les soirs, il fait ses 80 km, soit 160 km par jour. Et on a affaire à ce qu'on appelle, nous en géographie, des flux pendulaires. Et j'aime à rappeler, parce qu'on condamne souvent les avions avec le flight shaming en ce moment, etc. Mais la principale source dans le monde de production de gaz à effet de serre, c'est les flux pendulaires automobiles, bien plus que l'avion. Donc à chaque fois, mes étudiants essaient de les faire culpabiliser, puis ils les corrompent en leur donnant des saucisses. Donc la partie est toujours perdue. Il est très sympathique, donc on finit toujours par adhérer à sa pratique. Alors ici, c'est une façon d'aborder les Alpes en quelque sorte par débordement. Alors c'est pas un épanchement volcanique, c'est pas un débordement géomorphologique, c'est un débordement de population qui est assez fréquent. Avec ces flux pendulaires, les Alpes vont capter des populations parfois très loin de la chaîne. La firme italienne des automobiles de Turin, autrement dit la Fiat, depuis des décennies, affrète tous les lundis et les vendredis, maintenant c'est les jeudis, des cars qui vont chercher de la main-d'œuvre dans les Alpes. Et notre ami Maximilian, il participe de ça pour BMW. Il nous explique qu'il veut être, alors c'est pour ça que je parlais d'écologie tout à l'heure, près de la nature. Jean-Jacques Rousseau, si tu nous entends,
bonjour. Et alors on lui dit, en étant près de la nature, tu la détruis, hein, puisque tu fais 80 km tous les jours. Oui, mais il me dit, c'est mon choix, je préfère, et puis ma Volkswagen ne pollue pas. Enfin bon. Et là, on est un petit peu plus à l'ouest dans la chaîne. La thématique des travailleurs frontaliers, je pense que vous en avez déjà entendu parler en Suisse. Cette thématique, elle est aussi prégnante en Savoie, dans les massifs proches. Alors ici, c'est en particulier le Chablais, dans le nord de la Haute-Savoie, mais ça draine des populations jusque dans les Aravis. Et on voit ici avec des cartes, très concrètement, comment les Alpes, en quelque sorte, débordent à travers ces flux pendulaires dans ce qu'on pourrait appeler un piémont de travail ou un piémont professionnel. Hein. Alors, voilà un petit peu cette autre façon d'aborder les Alpes. Alors, on va continuer notre tableau. Je vais vite pour qu'on puisse faire nos 10 portraits, avec une dame extrêmement sympathique, parce que là aussi, il n'y a pas qu'Inoxtag dans la vie. Hein. Elle est moins connue. Alors, peut-être vous la connaissez. C'est un peu une dame très atypique, Sophie Lavaux, qui vient de boucler il y a quelques années, là il y a peu de temps, le dernier de ses 14 plus de 8000 en Himalaya. Et elle se targue, elle n'a pas de compte YouTube et je ne sais quoi comme Inoxtag, mais elle se targue d'être la première Suisse, parce qu'elle est suisse ou suissesse à l'avoir fait, la première française, parce qu'elle a la double nationalité, et puis elle a la caractéristique d'avoir une triple nationalité. Elle est aussi canadienne. Donc elle est à la fois la première suissesse, la première française et la première canadienne, hein, à avoir gravi les 14 plus de 8000. Et alors, c'est très intéressant parce qu'elle se revendique alpine, quand on regarde, parce qu'elle a un blog, elle fait des conférences dans les Alpes, hein, je vous en ai mis, je crois, ici toute une série, hein, si vous voulez la suivre. Donc là, c'était lors de son dernier sommet, je crois, au Pakistan. Et son expression, l'expression de son récit d'alpiniste, elle le fait dans les Alpes pour un terrain de jeu qui est himalayen. Donc c'est assez intéressant aussi, c'est-à-dire de venir porter un témoignage himalayen, une haute montagne, dans les Alpes, alors qu'elle ne fait pas ce que je crois avait fait Inoxtag avant de monter à l'Everest, il était monté au Mont Blanc, elle ne fait pas ou très peu d'ascension dans le cadre alpin. C'est plus un lieu de récit, de construction, d'une narration en quelque sorte, qui se trouve ici. Alors ça m'amène à vous parler des CAF. Petite anecdote de jury, je crois que c'était au jury de la Greg ou du Capes, je ne sais plus si on était ensemble, ou de la Greg. Et vous savez, sur les cartes, il y avait à une époque une épreuve de cartes topo. Et il y avait refuge CAF. Et je me souviens de candidats qui nous disaient que c'était la caisse d'allocation familiale. Alors à chaque fois, on disait que ça se méritait hein, quand même la CAF. Il fallait quand même aller chercher les trucs et tout. CAF, c'est bien sûr le club alpin français. Alors là, c'est une façon d'envisager les Alpes avec un enracinement de la pratique. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, avec des yeux de géographe, on se rend compte, en fait, je vous ai mis ici le club alpin donc, français qui a fêté ses 150 ans. Il a son pendant suisse, que vous avez ici, bien sûr avec le Cervin derrière. Il a son pendant autrichien. Et en fait, ces clubs alpins sont des clubs nationaux, avec des enracinements nationaux. Ils n'ont d'alpin que le nom de la pratique alpiniste, plutôt que d'un territoire de référence, parce que ces clubs s'inscrivent dans un exercice national, avec des adhérents nationaux. Et alors, c'est d'autant plus troublant que ces clubs alpins proposent des excursions hors des Alpes. Et je vous ai mis ici en 2023, la randonnée qui a eu le plus de succès pour le club alpin autrichien, c'est une randonnée en Corse, qui, comme vous le savez, n'est pas tout à fait l'Autriche. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que les clubs alpins ont des enracinements de pratiques qui sont dans un cadre national et dans une expression extra-alpine. Hein, c'est pour ça que je voulais, à l'occasion de la présentation de Sophie Lavaux, vous parler de ça. Autre cas,
3 portraits d'un coup pour aller plus vite. 3 d'un coup. Et c'est mes voisins quand j'habite en Savoie, parce que je suis polytopique, comme dit mon copain Mathis, mais quand j'habite Mathis Stock, mais quand j'habite en Savoie, ce sont mes 2 voisins. Donc je me suis dit, quitte à faire des portraits, comme je suis un géographe feignant, autant les prendre près de chez moi. Et j'ai la chance d'avoir 3 voisins qui sont encore plus nomades que moi dans leur vie professionnelle, puisqu'ils sont commerçants ambulants. Et j'ai trouvé que c'était une façon très intéressante de vous parler de la ruralité dans les Alpes. Alors je ne sais pas, peut-être avez-vous des souvenirs de commerçants ambulants quand vous étiez enfant, qui venaient chez vos grands-parents, etc. C'est une pratique qui a encore cours dans les Alpes. Je ne sais pas dans les Vosges, j'imagine que oui, qu'il doit y avoir des boulangers, des épiciers ambulants. Je vois des têtes qui approuvent. Alors là, c'est Olivier, mon voisin de gauche, et mes 2 voisins de droite qui ont fondé après le Covid une société qui s'appelle La Vagabonde et qui tous ont des tournées, plusieurs tournées, en Savoie, Haute-Savoie, ça déborde un petit peu sur l'Isère, et qui font exister ce qu'on appelait en géographie, je ne sais pas si on le dit encore maintenant, des écarts, des zones de très très faible densité, et qui permettent à nos fameux demeurés de rester et de demeurer sur place. Puisque c'est un des gros enjeux des populations alpines, c'est de pouvoir rester sur place. Alors il y a des tas d'instruments qui le permettent, il y a les AOP maintenant. Il y a des instruments politiques, d'aide de toutes sortes, mais ce réseau commerçant est particulièrement riche. Il structure en quelque sorte. Alors j'avais fait un article là-dessus dans Espace-Temps qui s'appelait « Ton voisin Sébastien ». Et c'est extrêmement intéressant. Alors on peut s'asseoir à côté d'eux, on fait les tournées avec eux. Moi je l'ai fait plusieurs fois. Ils rencontrent toutes sortes de populations, des néo-ruraux. On se rend compte que c'est pas nos crétins des Alpes, en fait, parce que dans la clientèle d'Olivier, il y a cette dame que vous voyez de dos, elle est ingénieure chez Hewlett-Packard, elle est en télétravail. Il rencontre Plantule, dessinateur, qui vit dans les Aravis, donc des populations extrêmement variées, qu'il structure en quelque sorte par ses tournées. Olivier a 7 tournées, et Francine, elle me disait l'autre jour qu'elle en avait 5 qui fonctionnaient particulièrement. Alors, on a là ici une façon de s'inscrire avec, bon, il faut poser un certain nombre de dossiers, mais vous voyez que la CCI de Haute-Savoie, la Chambre de commerce et d'industrie, a déposé l'année dernière 20 000 cartes de commerce ambulant. Alors, c'est pas toujours des camions comme ça, c'est parfois des gens qui sont dans les marchés, mais c'est une réalité qui est très très forte pour structurer les Alpes, pour les faire exister comme un espace de vie, un espace où pouvoir habiter. Parce que pour pouvoir rester sur place, il faut qu'il y ait de la mobilité autour. On l'a tous vu pendant l'épisode Covid. Donc Olivier et la Vagabonde nous renvoient à une autre forme d'habiter les Alpes. Autre portrait, alors là j'ai mis un portrait, mais c'est toute une équipe, c'est l'équipe de Chamonix de Hockey Club. Alors c'est un portrait groupé, on va dire. Là encore, je trouvais que c'était assez intéressant comme géographe d'aller creuser comme ça une équipe sportive. Alors à Chamonix parce que il y a toute une part symbolique, même si à Grenoble, Catherine doit bien connaître tout le discours autour des brûleurs de loups, qui est le nom qu'on donne à l'équipe de hockey de Grenoble, sans doute plus connue et plus performante que celle de Chamonix. Et donc avec ici un enracinement, vous voyez, qui est fortement marqué. Alors ils se sont pas foulés pour le logo, ils ont choisi un chamois, avec un petit Mont Blanc qui est caché derrière. Donc la symbolique, elle est très très simple sur cette équipe de hockey. Alors pareil, je suis allé voir les cartes, parce que les portraits, c'est une façon de rentrer par des individus ou des groupes d'individus, des petites sociétés. Et quand on va voir les cartes, on se rend compte là encore que la construction est une construction nationale. Vous avez à gauche les clubs de hockey français, donc avec des structurations régionales. Les clubs de hockey suisses, alors question pour qui veut gagner des champions, quel est le grand absent là dans la géographie des clubs de hockey suisses ?
J'ai pas de gagnant dans la salle. Vous avez le droit d'appeler un ami. Vous pouvez faire 50-50, c'est comme ça, je me souviens plus. Il y a quasiment pas de club alpin. C'est que des clubs jurassiens. Donc ça, c'est quand même un truc assez intéressant. Et puis quand on regarde en Allemagne, les clubs de hockey, pareil, sont quasiment pas alpins. Le fait est qu'il n'y a pas de compétition alpine de hockey. Donc la maille nationale, tout à l'heure mon collègue parlait de maille, quelque chose de très prégnant en géographie, la maille sportive n'est en aucunement opérationnelle à l'échelle de la chaîne. Donc, vous voyez, le sport ne fait pas exister. On sait depuis hier qu'il va y avoir les Jeux Olympiques de 2030 à nouveau à Albertville. Alors, ce sera des gros dégâts sur la Terre, ça sans doute, quelle que soit la façon dont on écrit Terre d'ailleurs. Mais en tout cas, vous voyez qu'il n'y a pas d'enracinement alpin dans cette pratique-là. Donc ce n'est pas forcément une bonne piste. Alors, je suis allé chercher encore notre portrait, beaucoup plus dramatique, qui sont d'autres formes de traversées alpines, c'est les traversées migrantes, dont j'imagine vous avez déjà entendu parler. Et en particulier ici, entre la France et l'Italie, c'est une photo là qui a été prise à Oux, côté italien, avec Jalal, qui est un migrant afghan et qui, vous voyez, a des compétences en géographie et il en faut pour traverser les Alpes, hein, parce que c'est une entreprise extrêmement périlleuse. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a encore eu des morts. On en parle beaucoup en Méditerranée, mais les Alpes sont aussi un cimetière de migrants, hein, malheureusement. Et alors, on peut cartographier tout ça. Hein. Vous voyez ici l'endroit où Jalal a été pris en photo, c'est tout près de Montgenèvre, ici. Les itinéraires, il faut les tracer avec, sinon des passeurs, en tout cas avec des bouts de cartes. Ils ont souvent sur des petits bouts de carton des indications, rochers blancs, etc., quand on discute avec eux. Et puis, il y a une problématique extrêmement géographique et dramatique. Moi, je me suis beaucoup intéressé au col dans ma vie de géographe. Le col est une notion tout à fait essentielle pour les migrants parce que les gendarmes n'ont pas le droit d'intervenir à certains lieux du col, avant, après, au niveau du col. Et donc, ça les oblige à avoir... Michel Lusseau, qui est là, je crois, au FIG, je ne sais pas s'il est déjà là ce matin, parlerait de compétences spatiales, mais il faut des vraies compétences spatiales pour être migrant. Hein. Outre la vulnérabilité de cette traversée, il y a une stratégie à passer par certains cols, à s'arrêter avant le col, au pied du col, pour se mettre à l'abri d'un certain nombre d'arrestations possibles. Beaucoup se font d'ailleurs de nuit, hein, de ces traversées. Alors, je vais essayer de faire une petite synthèse. Je me suis permis de faire une figure pour replacer mes 10 portraits. Je ne sais pas si j'aime... Au niveau du temps, ça va à peu près. Pour essayer de faire une carte non euclidienne, pour le coup, de ces 10 portraits. Alors ces deux termes ne sont pas de moi, hein, je ne cherche pas à jargonner pour le plaisir de jargonner. J'ai mis en abscisse l'alpinité, c'est-à-dire les caractères spécifiquement alpins, hein, des individus ou des sociétés qu'on traite. On pourrait, si on voulait parler un langage géographique plus classique, parler des territorialités, hein, le fait d'avoir des enracinements à différentes échelles. Et puis en ordonnée, ce terme de montagnéité, c'est-à-dire les caractéristiques supposées montagnards, la verticalité, l'altitude, etc., qui vont caractériser les habités de nos 10 individus ou groupes d'individus. Et vous voyez que, par exemple, Olivier et la vagabonde, la montagnité, elle est un petit peu présente parce qu'ils traversent l'hiver en particulier des routes qui sont assez compliquées. Ils me racontent régulièrement les difficultés qu'ils ont. Ils se font sortir par des tracteurs des bords de la route, etc. L'alpinité, bien sûr, parce que c'est des gens, leurs clients, qui ont choisi de rester sur place. Joanna Reift, avec laquelle j'ai commencé ma présentation, l'alpinité, bien sûr, elle est là, hein, je l'ai mis à droite de ma figure, mais c'est surtout la montagnéité qui intéresse cette cycliste, et c'est cette combinaison entre les deux qui m'a amené à la placer ici,
À l'inverse, l'équipe de hockey club de Chamonix, la montagnalité, c'est un cadre qui n'a un sens que symbolique et secondaire. Et enfin, je pourrais tous les reprendre, mais je ne veux pas parler trop longtemps. Andreas Gabalier, il s'inscrit dans des territorialités, alors pour le coup, qui ne sont pas alpines, mais qui relèvent de l'alpinité autrichienne, avec ce localisme national, et ce qui permet comme ça de replacer ces individus. Bref, l'idée, c'était, vous voyez, à travers ces 10 portraits, puis je vais en avoir fini, une façon d'interroger les pratiques, les usages, les façons d'exister dans les Alpes à travers des prismes différents. Donc voilà la promenade que je voulais vous proposer aujourd'hui. Merci beaucoup Xavier Bernier, merci pour cette conférence et cette manière d'aborder la géographie et les Alpes. Moi je me disais en t'écoutant, on est loin quand même de la géographie, de l'invention des Alpes par Raoul Blanchard à l'Institut de géographie alpine en 1903. L'Institut n'existait pas encore, mais il est né après. Mais c'est quand même une autre manière de rentrer, de donner à voir ce qu'est la géographie et la manière dont on peut la pratiquer. On va peut-être donner la parole à vous pour questionner, soit en partant des figures, soit en imaginant d'autres, peut-être. Est-ce qu'il y a... Vous avez les micros, oui. Merci. Bonjour. Justement, puisqu'il s'agit d'en imaginer d'autres, auriez-vous un portrait de ces jeunes qui ne peuvent pas rester dans leur village parce que le coût de l'immobilier, le coût du foncier est devenu tel que finalement, ils perdent un peu les racines des endroits où ils ont grandi, ils ont vécu, parce qu'il y a du tourisme, parce que les territoires sont devenus trop attractifs, parce qu'ils sont montagnards et puis parce qu'ils sont alpins. Merci, c'est une très très bonne question. Alors, il a fallu faire des choix. Je me suis imposé ce cadre de 10 portraits, mais je pourrais mobiliser. Il y a une quinzaine d'années, j'enseignais dans la région, notamment à l'université de Savoie-Mont-Blanc et à Grenoble. Et déjà, il y a une quinzaine d'années, la problématique de mes étudiants, c'était de rester sur place. Alors, dans certains massifs, ça reste tout à fait possible, mais je pense à la vallée de Chamonix en particulier. Tous mes étudiants chamonniards ne pouvaient pas rester sur place. C'était devenu quelque chose de complètement impossible pour des raisons de spéculation foncière. C'est aussi vrai en Tarentaise. Je rappelle que c'est quand même le plus grand domaine skiable du monde, là où il va y avoir les Jeux Olympiques, la Tarentaise. On a une spéculation immobilière qui est d'autant plus dramatique qu'elle se traduit avec quelque chose avec lequel essaient de lutter les maires, qu'on appelle les lits froids. Alors, je ne sais pas si vous avez ça dans les Vosges. Alors, le lit froid, c'est pas le lit qui n'a pas été chauffé. Voilà. Le lit froid, c'est un lit qui n'est pas habité, justement. Et dans beaucoup de stations, voire des vallées, je pense à la Haute-Tarentaise, où il y a des vallées qui sont vraiment occupées parfois des petits villages qui sont à 80% possédés par des Anglais. Les lits sont habités 15 jours, 3 semaines, 1 mois par an, et les volets sont fermés le reste du temps. Et la problématique d'étendre cette période de l'habité et de ne pas avoir un habité à éclipse, qui par ailleurs fait fuir les locaux, elle est tout à fait importante. Et puis troisième exemple pour répondre à votre question, dont on parle dans la documentation photo, dont je parle dans la documentation photo, je fais un peu de marketing en passant, il faut pas hésiter. C'est Tony Parker, vous connaissez le basketteur, qui a décidé de racheter une station. Et vu de loin comme ça, on peut dire ouais, c'est les riches qui amènent, etc. Alors ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Parce que pour l'instant, ça ne se passe pas bien en tout cas. Et alors, comme il est quand même intelligent, il essaie actuellement de réintégrer les populations locales. Au début, il arrivait pour plaquer un projet. Et maintenant, il y a vraiment l'idée d'intégrer en particulier les jeunes, parce que c'est ça la problématique.
Alors, il y a quelques jeunes dans mes portraits, mais cette thématique du foncier, vous avez raison de la souligner, elle est essentielle. Hein. Et quand j'évoque mes commerçants ambulants, quand j'évoque les sportifs, les AOP, c'est des leviers pour pouvoir rester sur place hein, à chaque fois, qui sont vraiment essentiels. Alors c'est une publication que je vais faire prochainement là dans un collègue, mais je pourrais vous le passer sans souci. Hein, il y a pas de. Je fais partie des géographes. On va s'amuser à ça. Je continue à faire du teasing. Hein, cet après-midi avec Christophe Gauchon, on a une figure spiralée qu'on fait développer, etc. Je fais partie des géographes qui pensent graphiquement. Voilà, je fais beaucoup ça avec mes étudiants. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants dans la salle. Ça marche très très bien. C'est le mind mapping ou le thinking design. En français, on dirait schéma de pensée. Et c'est un truc qui marche très très bien avec les étudiants, que ce soit parisiens, alpins, émiriens ou américains. Et voilà, c'est un peu un travers de pensée que de vouloir mettre les choses en graphique. Bonjour. J'avais une question concernant les migrations et notamment la politique de reformation des frontières entre, alors je crois, je ne sais plus si c'est l'Italie ou la France ou la Suisse et la France, alors que le territoire des Alpes se trouve au cœur du territoire Schengen. Et je voulais avoir votre avis sur cette question et toutes les problématiques humaines que cela comporte. Alors, la Suisse étant un cas un peu à part, c'est le cas de le dire, hein, en dehors et en même temps le plus européen des pays suisses, hein, c'est vraiment eux qui font l'Europe en fait, hein, tout en étant dehors. Alors là encore, une petite anecdote, j'arrive pas à identifier d'où vient la question parce que j'ai les lumières... Ah, c'est en haut, pardon. Je pars souvent d'anecdotes, puis là pour le coup c'est une anecdote un peu d'ancien. En 92, quand les frontières s'ouvrent, en Maurienne, c'est la panique générale. Parce qu'il y a un point de douane à Modane, pour ceux qui connaissent un petit peu la Savoie. Et alors, c'est pas Simon et les Modanais avec l'étoile des neiges confèrent tout ça, mais c'est un poste de douane qui fournissait beaucoup d'argent, beaucoup de ressources à Modane. Et les Mauriennais, qui n'ont pas du tout voté au moment de Maastricht dans ce sens de l'ouverture, parce qu'ils perdaient une espèce de rente de situation qu'avaient autrefois des villages un petit peu plus en amont dans la vallée, étaient complètement paniqués. Eh bien, malheureusement, pour répondre à votre question, le poste de douane existe toujours. Et il existe pas tellement pour les marchandises, il existe pour les migrants clandestins. Et notamment, il y a des arrêts. Alors, à défaut d'avoir un changement de matériel, alors maintenant, on a la problématique de l'accident qu'il y a eu en Maurienne il y a quelques mois, mais avant cet accident-là, c'était pas pour une problématique de changement de matériel, c'était pour fouiller les trains. Parce que de la même façon qu'à Calais, les migrants se cachent dans les camions, entre la France et l'Italie, les migrants se cachent dans les trains avec des conditions assez dramatiques. Je ne sais pas si vous imaginez passer caché dans les cieux d'un train sous les Alpes. Voilà, c'est très très dangereux. Et le poste de douane de Modane existe toujours, bien qu'on soit dans l'espace Schengen, et il est actif. Alors il y a les douanes, ce qu'on appelle les douanes volantes, qui sont particulièrement actives en Savoie, mais le poste de douane de Modane n'a pas fermé. Et c'est une anecdote qui est un petit peu plus qu'une anecdote quand même, pour répondre à votre question, malheureusement. Bonjour, j'avais une question par rapport au tourisme de randonnée et aux déprédations, puisque le maire de Chamonix évoque souvent les déchets dans les Alpes. On en parle beaucoup pour les autres sommets, et vous avez évoqué les alpinistes. Et je voulais savoir où on en était un petit peu par rapport aux accords entre les maires des différentes communes, entre les pays, parce que c'est quand même pas un espace simple.
et la gestion de ces déchets, de ce tourisme, de ces flux qui veulent échapper à toute emprise, puisque le principe de la randonnée, c'est je m'échappe. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors c'est vraiment une question très géographique, très intéressante que vous posez là. Et à nouveau, je vais me permettre de rentrer par comment on disait à une époque, le petit bout de la lorgnette, puis d'élargir un petit peu. Vous avez vu que c'est un peu ma méthode. Avec un cas, alors je ne sais pas si vous-même vous faites de la randonnée, les dernières années, il y a une pratique qui s'est beaucoup développée, qui est l'utilisation de bâtons pour faire de la randonnée à pied. Que moi, quand j'ai commencé à faire de la montagne, les bâtons, on les avait pas tellement pour marcher. Et figurez-vous que beaucoup de maires de communes, je réponds à votre question, tendent aujourd'hui à interdire les bâtons. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de ce type d'interdiction. Vous allez me dire, ça pollue moins que les camions, etc. Mais le planter de bâtons, pour faire un... Bon, vous avez la ref. Le planter de bâton, on s'est rendu compte que ça avait un impact, parce qu'un planter de bâton, je réponds à votre question, hein, un planter de bâton, ça va, sans planter de bâton, bonjour les dégâts. Hein, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait comme ça un impact qui était très fort. Alors, il se trouve que les réponses, j'élargis la focale, les réponses ne sont que locales. C'est-à-dire que ce sont des arrêtés municipaux. Il n'y a par exemple aucun parc national qui a choisi d'interdire les bâtons. Rassurez-vous, si vous marchez avec des bâtons, vous allez encore pouvoir le faire. Par contre, je continue à réélargir ma focale, dans les parcs nationaux, normalement, dans ce qu'on appelle le cœur de parc, qu'on appelait autrefois la zone centrale des parcs nationaux, on n'a pas le droit de sortir des sentiers. Vous savez ce qu'on fait, vous et moi, y compris dans les Vosges, quand on redescend, on coupe comme ça. Je vois que beaucoup ont ce genre de pratique. C'est interdit normalement. Alors, j'ai cité ma grand-mère tout à l'heure. Comme disait ma grand-mère, les règles, ça sert à savoir ce qu'on fait quand on les contourne. Mais, hein, elle est bien cette grand-mère. Hein, et donc, effectivement, c'est des règles qu'on ne suit pas beaucoup. Alors, pour continuer de répondre à votre question, il n'y a pas, par exemple, dans le cadre de la Convention alpine, des politiques ou un levier politique qui permettrait d'actionner des autorisations, des interdictions. En France, c'est souvent à l'échelle d'arrêtés municipaux. En Suisse, il y a quelques législations fédérales. Les parcs, en particulier les parcs nationaux, ont un cadre légal, mais qui n'est pas respecté dans les faits, hein, quand on circule. Et il n'y a pas de politique alpine qui viserait effectivement à préserver ces choses. Vous savez que par exemple, et je finis ma réponse là, on parlait du Mont Blanc tout à l'heure, il y a actuellement une idée qui est en train de progresser, pas seulement dans les Alpes, qui est celle de quotas. Hein. Alors on l'a déjà dans les refuges, c'est-à-dire d'ouvrir à une partie de la population, un numerus clausus, un nombre d'individus restreint, l'accès à la montagne pendant une période donnée. Alors quand ça a eu lieu, cette idée-là, ça date des années 80. C'est pas du tout récent, hein, l'idée d'avoir des quotas comme ça. Nous, Français, ça nous pose problème. Parce que l'accès, c'est la montagne libre, etc. Dans beaucoup de pays du monde, c'est déjà avancé. On parlait de l'Everest. On est en Everest dans le parc de Sagarmatha. Sagarmatha, il faut payer pour rentrer. Alors, je ne sais pas qui est prêt à payer là, pour rentrer dans le parc national de la Vanoise. On ne va pas faire de sondage, hein, mais je pense qu'en françaises que nous sommes ici, c'est une idée avec laquelle on aurait du mal. Eh bien moi, au risque d'être provocateur pour répondre à votre question, j'y serais plus favorable qu'à des quotas. Les moyens permettant d'avoir des politiques d'aménagement, de protection, etc. Donc c'est des questions extrêmement délicates que vous posez, et la question de la maille politique pour y répondre, elle est effectivement essentielle. Donc c'est vraiment une très très bonne question. Vous avez une conférence ? Oui, non, mais on va prendre une dernière question, peut-être deux. Allez-y. Je voulais savoir si sur la gestion du rapport au loup, il y avait une politique à l'échelle alpine ou c'était exclusivement national ? Pareil, hein, il n'y a pas du tout de politique alpine à ce jour. Je précise,
je dis ça sans aucun esprit de polémique. Je vous demande, je lève ma main droite et je dis, je le jure, que notre ministre actuel de l'écologie a voté pour un assouplissement de la politique de destruction des effectifs de loups dans les Alpes. C'est-à-dire qu'on a une ministre de l'écologie qui est pour le fait de les tuer davantage. Donc, vous voyez, au niveau national, on n'est pas du tout dans une logique de protection. Localement, c'est des choses qui sont très très compliquées. Je crois d'ailleurs que dans le FIG, là, il y a des interventions qui vont aborder cette question. Moi, j'ai une dernière question peut-être, Xavier. Dans les portraits, il n'y a pas d'habitants de station. Or, pourtant, la problématique, enfin, je fais référence au rapport de la Cour des comptes sur les stations face au changement climatique qui est apparu en 2024. Si on peut, en 2 minutes, renvoyer aux trajectoires de ces stations, parce que les Alpes, c'est quand même un espace où le changement climatique est plus fort qu'ailleurs, plus accéléré. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de stations qui ferment les derniers temps. Quand on regarde, on l'a fait pour l'Atlas des montagnes, la corrélation entre la fermeture et l'altitude, c'est un peu paradoxalement décorrélé. On pourrait penser comme ça spontanément que c'est d'abord les stations de basse altitude qui ferment et puis qu'on a une espèce de remontée comme ça. Et ce n'est pas du tout corrélé à cette lecture altitudinale. Donc les stations aujourd'hui, alors à défaut de la Terre, puisque c'est la thématique c'est la Terre ou les terres, elles utilisent une expression alors, moi, que j'ai vu apparaître au début des années 2000 qui était « travailler l'eau ». C'est-à-dire que c'est devenu un petit peu... On élargit le champ de compétences. Et alors, l'expression de travailler l'eau, c'est pour les stations fabriquer de la neige, voilà, qu'on appellera neige de culture, neige artificielle, selon la façon dont on veut la regarder. C'est faire, ce qui n'est pas non plus récent, des spas. L'activité autour de l'eau, c'était l'activité de Chamonix, station de première génération, il y avait déjà ça. Et puis c'est des centres aquatiques. Courchevel, pour te répondre, a fait une aquamotion. Vous pouvez faire du surf avec une vague à Courchevel. Alors ce qui vous permet, quand il fait mauvais dehors, etc. Alors ce ne sont pas des équipements spécifiquement alpins ou montagnards. Des aquamotion, on en a sur la Côte d'Azur, on en a dans d'autres endroits montagnards. Donc c'est effectivement une problématique très solide. Alors ils essaient de s'en sortir en travaillant l'eau avec des lacs artificiels, etc. Donc il faudrait plus parler d'or blanc, qui était une expression qui avait cours pendant longtemps, mais parler d'or bleu, ou voilà, pour parler des Alpes aujourd'hui, qui sert aussi, je rappelle, l'eau à l'énergie hydroélectrique. Donc c'est un champ un petit peu élargi. Juste, puis je termine là-dessus, en parlant d'anecdotes de mes étudiants de savoyards ou grenoblois. Il y avait plusieurs de mes étudiants, pour faire un petit contre-pied amusant à la remarque de tout à l'heure, qui payaient l'impôt sur la fortune. Oui, parce que habitant dans des stations, ils avaient des terrains, leur famille avait des terrains, qui les amenait à payer l'impôt sur la fortune en ayant paradoxalement peu de moyens, mais des terrains à Val d'Isère ou à Courchevel, le papa étant perchman, vous savez, et payant l'impôt sur la fortune. Donc les Alpes sont un monde compliqué. Voilà.